Tac, allez. Bon, en tout cas, je suis content de te retrouver, Marine. Ça fait presque un an là, que j'avais mis en pause les podcasts. J'avais toujours dit que j'allais reprendre. Donc, tu es la première du renouveau. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui t'écoutent? Alors oui, ben moi je suis ravie de l'invitation aussi. Donc petite présentation. Donc Marine Dupuis, je suis actuellement chercheuse à l'INSEP sur le programme Empower du laboratoire IRMES, un des deux laboratoires de l'INSEP. Voilà globalement la présentation. J'ai un doctorat en physiologie de l'exercice que j'ai fait à Clermont-Ferrand. Et puis voilà. Je sais pas si tu veux que je remonte plus loin dans les années ou, ou si ça Ouais, suffit. ben on pourrait y venir parce que de toute façon, le parcours et le poste que tu occupes et les missions que tu as aujourd'hui, enfin, les expériences antérieures ont permis à ce que tu en arrives là, de toute façon. Et à côté de ça, tu es aussi une grande sportive. La dernière fois, enfin, sur mes anciens podcasts, je posais aussi en première question quelle était la dernière séance que la personne avait fait. Et bon, on s'est eu tout à l'heure, donc je sais que tu as couru ce matin, mais qu'est-ce que tu as fait ce matin? Et voilà, c'était la dernière séance avant un petit marathon en duo dimanche, donc c'était assez tranquille, c'était 20 minutes d'échauffement, 10 minutes allure semi, et puis 10 fois une et 10 minutes lent. Donc c'était assez light, on va dire, dernière petite séance de rappel. Parfait. Alors, on fait une petite rétrospective là, du coup, par rapport à ton cursus. Tu as eu un parcours classique de master et ensuite, est-ce que tu peux revenir en arrière pour nous parler de ta thèse et de ton expérience aux États-Unis aussi? Ouais, alors j'ai pas eu totalement un parcours si classique que ça. Alors je sors de STAPS classique, on va dire, mais c'est vrai que j'ai un peu touché à tout en STAPS. J'ai fait une licence d'entraînement sportif. Mais après, j'ai fait un master recherche plutôt orienté APA, donc activité physique adaptée et santé. Et ma thèse était très orientée APA au final, puisque c'était l'effet de différentes modalités d'exercice. Donc à la fois l'entraînement intermittent, mais aussi le renforcement musculaire sur une population plutôt de femmes ménopausées en situation de surpoids. Donc c'était quand même assez éloigné du public que je peux avoir là maintenant. Et la thèse, voilà, elle a continué. Enfin, mes 2 ans de master, c'était une première étude. La thèse, elle a continué. J'avais aussi un aspect microbiote et un aspect complément alimentaire sur le diabète ou le prédiabète. Donc, c'était très, très large. J'ai fait aussi de l'étude animale, donc vraiment très, très large et vraiment, au final, assez éloigné du public que je peux avoir maintenant en recherche. Et à la suite de la thèse, du coup, je suis partie, comme tu l'as dit, j'ai commencé de travailler avec l'INSEP à ce moment-là, sur ma première année d'enseignant-chercheur temporaire, et j'en ai profité pour partir aux États-Unis, donc à Florida State, où là, je me suis déjà plus rapprochée de la performance, puisque j'ai été à un laboratoire qui fait que de la perf et qui travaille, enfin, ils font aussi de la santé, mais ils font surtout de la perf avec les athlètes NCAA de là-bas. Donc, 6 mois là-bas, je suis revenue. Je voulais trouver un postdoc à l'étranger, j'ai pas trouvé. Et j'ai eu cette opportunité de rejoindre l'équipe de l'INSEP avec laquelle j'avais travaillé en 2021, du coup, donc j'ai foncé. Voilà. Génial. Donc ça fait Euh, 1 an maintenant que je suis à l'INSEP. Moi, c'est parfait. Moi, je connais un peu ton parcours parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est toujours intéressant de situer tout le process quand on écoute et qu'on ne connaît pas la personne. Au final, pas tant éloigné que ça parce que tu étais déjà sur une population féminine et on va y Oui. venir. Tu t'es quand même devenue experte ça fait partie de tes missions actuellement. Oui, c'est vrai, bah, la population féminine était assez différente. J'avais un paramètre en moins, du coup, bah, c'était le cycle, mais j'imagine qu'on va y revenir. Mais oui, sur l'aspect physio, tout ce qui est filière métabolique, tout ça, sur l'entraînement, ça reste similaire, même s'il y a un petit peu moins de physio entraînement sur Empower, c'est vraiment plutôt lié au cycle. Mais oui, il y a forcément des ponts qui se sont faits entre les deux. Ok. Comme je t'ai dit juste avant l'interview, quand on lance l'enregistrement, je me mets en position de novice dans le sujet. Est-ce que tu peux nous présenter
ce qu'est le cycle menstruel. Oui, alors le cycle menstruel, alors déjà, on va commencer par poser les bases. Ce n'est pas juste la période de règles, c'est vraiment, comme son nom l'indique, un cycle. Donc il commence le premier jour des règles et se termine le premier jour des prochaines règles. Et en gros, c'est dû à des fluctuations hormonales au sein du corps. Enfin, ça se caractérise par des fluctuations hormonales. Et puis, c'est un signe vital, on va dire, et un marqueur de bonne santé chez la femme. La femme en âge de procréer, donc généralement, les premières règles arrivent vers 12 ans, 12 ans et demi. C'est un âge qui commence un petit peu à être un petit peu plus jeune dans la population générale, mais chez les sportives, à l'inverse, c'est un peu plus tard, c'est plutôt 13 ans et demi. Là, sur les dernières données qu'on a, ouais, c'est plutôt 13 ans et demi. Et ça va jusqu'à la ménopause. Donc, il y a une périménopause où on commence à avoir des petits symptômes où il y a les cycles sont moins réguliers et tout ça. Puis après, il y a la ménopause. Et la ménopause, c'était la population que j'avais justement pendant la thèse, où là, il n'y a plus de cycle et les fluctuations sont proches de celles des hommes au final. J'ai bien aimé ce que tu as dit. Au tout départ, tu as dit que c'était un marqueur de bonne santé. Donc ça veut dire que s'il y a des problématiques vis-à-vis de ce cycle, il peut y avoir des problèmes sous-jacents du Oui, coup. oui, plus large, en effet. Euh, En gros, le cycle menstruel, c'est la fonction reproductive chez la femme. Et si ça coûte de l'énergie d'avoir cette fonction reproductive, et si on n'a pas assez d'énergie, donc on va parler d'apport énergétique pour faire un peu plus simple, pour assouvir ses besoins énergétiques liés à son métabolisme, donc son fonctionnement corporel de base, hein, donc le cerveau, le cœur, faire fonctionner ses muscles, se mouvoir aussi, que ce soit activité physique ou simplement se déplacer. Si on n'a pas assez d'énergie pour tout ça, une des premières fonctions qui va être mise au repos et stoppée, du coup, bah, c'est le cycle menstruel parce que c'est pas vital de créer ou procréer. Donc, c'est la première fonction mise au repos. Et du coup, voilà, comme tu l'as dit, on observe des trous, ce qu'on peut appeler des troubles du cycle. Euh, et c'est assez récurrent, en effet, chez les sportifs qui ont des dépenses énergétiques importantes. Ouais. Il y a quelques années, je me rappelle, il y a déjà plus de 10 ans, on parlait de la triade de l'athlète féminine. Maintenant, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, on parle de REDS. Du coup, tu parles d'aspect énergétique. Est-ce que tu peux nous dire brièvement à quoi fait référence le REDS? Alors, le REDS, c'est le Relative Energy Deficiency in Sport, donc c'est la déficience énergétique relative dans le sport. Et pour faire assez simple, en gros, ça va être un déséquilibre entre les apports énergétiques, donc ce qu'on va manger, et les dépenses énergétiques, qui vont être dans ce cas-là supérieures aux apports. Et donc, comme on l'a dit, il y a plusieurs systèmes qui vont être touchés. Alors, c'est vraiment un syndrome plus large, mais le cœur de ce RED-S, c'est une faible disponibilité énergétique, donc des apports insuffisants, mais cela de manière chronique. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les derniers consensus sortis en 2023 parlent vraiment de cette chronicité où ils disent faible disponibilité sévère puisque on peut avoir, et même au cours de la vie, on a forcément à des moments où si on prend une échelle plus courte, la journée, la semaine, des petites périodes de déficit énergétique, mais ça se régule et c'est quand ça devient vraiment chronique et non adaptable que le corps n'est plus capable de s'adapter à ça, que va y avoir plusieurs conséquences euh, très très larges, hein. Ça peut aller. Donc la triade, ça concernait surtout les os. On faisait le lien avec l'os mais il va y avoir des impacts sur le sommeil, aussi sur des aspects psychologiques. C'est vraiment très, très large le spectre. Et tout ça, si on se met dans une position vraiment sport et performance, ça va avoir des conséquences sur la performance derrière. Ouais, clairement, et sur la performance, sur la santé, comme tu l'as dit. Et souvent, enfin, c'est un vrai cercle vicieux. Alors, déjà, ça ne concerne pas que les femmes, en majorité les femmes, mais c'est, Ah c'est, non, ouais, tous les hommes aussi sont également touchés, hein. Eux, ça va être du coup le marqueur, si on revient au cycle, ça va pas être l'arrêt du cycle, mais ça peut être une baisse de la libido. Vraiment, il y a des marqueurs aussi chez l'homme. Ouais.
Ouais, c'est bien de le rappeler. Euh, Même si en majorité, effectivement, on rencontre ça chez la femme. Alors c'est vrai que ça interpelle parce que même si je pense que depuis, on va dire 5 10 ans, on a pris quand même un virage sur la connaissance et l'implication de ces phénomènes-là et de la connaissance de ces mécanismes dans la performance et dans la vie en général. Euh, mais il y a encore des freins et des mythes qui existent et qui sont durs à changer, notamment voilà, le fait que si je mange, je vais grossir. Et en fait, c'est un cercle vicieux et on, on manque souvent de recul et de diagnostic par rapport à ça. Euh, toi, est-ce que tu as des cas concrets, des exemples que tu as déjà rencontrés? Alors là, comme ça, qui me viennent en tête, non. Puis souvent, on s'en rend compte quand c'est un peu déjà trop tard. Enfin, pas trop, c'est jamais trop tard, mais déjà quand le processus est bien avancé. Mais comme tu le disais, le diagnostic est très très compliqué. Là, tu vois, bah, si j'ai un exemple avec une jeune triathlète, avec le programme Empower qu'on suit, on a identifié des troubles du cycle. Donc, pour aller trouver les raisons, parce qu'il n'y a pas des cycles, ce qu'on va dire des cycles irréguliers ou des troubles du cycle qu'on peut identifier, c'est pas forcément directement lié à une faible disponibilité énergétique. Je crois que c'est de l'ordre de 80%, c'est le cas, mais il y a quand même d'autres facteurs qui peuvent expliquer d'autres troubles, enfin les troubles du cycle. Donc c'est vrai que le plus simple, c'est d'aller investiguer cette problématique-là. Donc, on lui a fait passer un DEXA, densitométrie, une ostéodensitométrie, pardon, pour voir justement l'impact sur l'os et aussi un métabolisme de repos, parce on peut avoir un métabolisme de repos diminué dans certains cas. C'est des pistes de diagnostic, mais c'est très, très compliqué à diagnostiquer, oui. Et ce qui fait que si c'est compliqué à diagnostiquer, euh, bah, c'est compliqué à traiter aussi derrière, même si le traitement en soi, il est assez simple, si on peut le dire comme ça. Si on identifie une LEA, c'est pour caricaturer, ça va être manger plus, dépense-toi moins. Sauf que c'est beau sur le papier, mais faut penser qu'en face de nous, on a un être humain. Si une triathlète a l'habitude de faire 25 heures d'entraînement par semaine, la passer à 8 heures sans aucune intensité ni rien, ça peut être dur aussi pour le psychologique, hein, faut pas l'oublier. Donc c'est une problématique compliquée et à diagnostiquer notamment. Génial. Et du coup, au niveau de tes missions, tu nous as parlé d'Empower tout à l'heure. C'est quoi l'essence même de ce projet? Alors, pour faire simple sur le projet, en fait, c'est de regarder l'effet des variations hormonales, que ça soit au sein d'un cycle menstruel naturel, mais aussi de la prise de contraception, sur le bien-être et la performance des athlètes. Au départ, centré sur le haut niveau, puisque c'était un projet pour les JO qui arrivent bientôt. Et après, maintenant, on a un public un peu plus large. On a du haut niveau, mais aussi ce qu'on va appeler la relève ou les espoirs. Donc, c'est un niveau un peu plus jeune, niveau légèrement plus bas, mais on a les mêmes problématiques hein, globalement. Et mes missions au sein de ce projet, donc déjà, ce projet, on est toute une équipe hein, dessus. C'est mené enfin, majoritairement, la chef de projet, on va dire, c'est Juliana Antero, qui a déjà fait plusieurs podcasts sur la thématique. Et derrière, on est toute une équipe avec différents profils, des profils data, parce qu'en fait, on va accumuler beaucoup de data, que ce soit sur le cycle ou sur les entraînements, qu'il faut analyser derrière. Et profil plutôt physio, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Là, donc, c'est plutôt mon profil. Et j'ai plutôt en charge, du coup, la relation avec les athlètes, les staffs, s'assurer qu'il y ait une bonne récolte de données, en fait, pour que derrière les data, ils aient de quoi analyser et des choses pertinentes. En fait, c'est vraiment ce qu'on appelle un peu en Angleterre le rôle de sport scientist qui va être là pour poser les questions, apporter les éléments de contexte, tout en ayant un accompagnement scientifique auprès des staffs. Voilà. Et sur l'aspect de terrain, parce que je veux que le podcast aussi il se veuille
pratico-pratique et compréhensible par le plus grand nombre. Euh, L'intérêt derrière de suivre tout ce cycle menstruel, même si du coup, voilà, on a été amené à travailler ensemble là-dessus, il y a un intérêt sur vérifier s'il y a des tendances qui ressortent selon les différentes phases du cycle en termes de performance, en termes de blessure, en termes de fatigue. Euh, c'est vrai on a parlé du cycle et sans le découper ou sans le présenter en termes Ouais. de phases, mais ça serait peut-être bien de faire un petit rappel sur ça et de parler des implications qu'il peut y avoir. Oui, on va commencer par découper les différentes phases, comme ça sera plus facile hein, lorsqu'on va parler après de regarder l'impact des phases. En gros, on a déjà deux grandes phases, une phase folliculaire et une phase lutéale. Donc le cycle, on l'a dit, commence par la période de règles. Donc on va ce qu'on appelle les menstruations. Les œstrogènes, ils vont augmenter jusqu'à atteindre un pic qui va déclencher l'ovulation. Et l'ovulation, donc, elle n'est pas tout le temps au milieu du cycle, hein, mais pour faire simple, on va dire que c'est à peu près au milieu. Et en gros, cette ovulation, c'est la marque qui divise les deux grandes phases, folliculaire et lutéale. Donc avant l'ovulation, tout ce qui est avant l'ovulation, ça va être la phase folliculaire, et tout ce qui est après l'ovulation, la phase lutéale. Et nous, on va regarder justement ce qui se passe dans ces phases. Alors nous, on divise le cycle un peu en plusieurs sous-phases derrière pour aller regarder plus précisément, parce que comme je l'ai dit, les œstrogènes montent avant l'ovulation, donc il y a cette phase de montée qui est assez particulière. Et dans la phase lutéale, on a une phase un petit peu de plateau où la progestérone et les œstrogènes sont hauts. Donc ça fait vraiment différents milieux hormonaux tout au long du cycle qui peuvent potentiellement avoir des impacts. Les plus connus, on va dire, alors les impacts, ça peut être en termes de, comme tu l'as dit, nous, on va aller chercher de voir s'il y a un impact sur la performance. Alors, on ne parle pas forcément d'impact négatif, hein, ça peut être aussi justement d'impact positif. Nous, on cherche vraiment s'il y a un moment où on peut optimiser quelque chose. Mais en premier lieu, évidemment, si on va regarder les phases assez connues, plutôt en aspect négatif, hein, souvent mises en avant aussi par les athlètes de haut niveau, c'est la phase de règles ou la phase juste avant les règles qui vont être associées à certains symptômes. Et donc le suivi, justement, il permet de voir s'il y a des symptômes qui reviennent souvent et, et si et comment on peut les manager pour déjà que l'athlète se sente mieux dans ces phases-là. On va dire que déjà, on regarde un peu la régularité. Après, on va regarder les symptômes associés, s'il y en a. Après, on va regarder un peu l'impact sur le bien-être et après l'impact sur la performance. C'est puisque l'idéal, enfin, l'idée, c'est d'abord priorité la santé et que le cycle se passe bien, parce que les athlètes considèrent souvent, par exemple, des symptômes ou des douleurs très élevées, parce que les athlètes ont des tolérances à la douleur quand même un peu plus élevées que la population générale et elles vont penser qu'avoir mal sur une échelle à 10, à 6 ou 7, c'est normal. Peut-être que les autres aussi ont mal pareil, alors que c'est pas forcément normal. Donc on essaye aussi il y a toute une phase de sensibilisation et de leur dire ce qui est normal ou pas normal, avant d'aller vraiment sur le gratin, on va dire, d'aller regarder sur la performance les effets qu'on peut observer, que ce soit encore une fois positif ou négatif. Et je sais il y a pas mal d'athlètes qui se questionnent par rapport à ça, par rapport aux symptômes que tu as évoqués, parce que la phase prémenstruelle et la phase de menstruation sont très proches en termes de fonctionnement et d'incidence, mais la prise de contraceptifs hormonaux, de pilules, est-ce que c'est quelque chose qui peut régler ces problèmes? Alors, déjà, le premier rôle de la pilule, à la base, c'est la contraception, comme son nom l'indique. Donc, normalement, elle ne doit pas être prescrite juste pour la gestion des symptômes. Après, c'est le ou la gynécologue qui va juger. Mais oui, en effet, c'est aussi là pour diminuer. Et c'est la troisième, d'après les études scientifiques, de mémoire, c'est la deuxième ou troisième raison pour laquelle les femmes, donc là, je vais parler plutôt athlètes, prennent la pilule ou un moyen de contraception, c'est pour diminuer les symptômes. Donc, on va beaucoup parler pilule parce que nous, c'est ce qu'on observe, c'est que chez les athlètes, c'est le moyen le plus utilisé, mais c'est très dépendant des pays, hein. Le Canada, ils vont parler de patch ou carrément de stérilet. Enfin, c'est très, très variable suivant les pays, les cultures. Mais en effet, la pilule peut avoir des effets c'est un de ses buts, c'est qu'en fait, la pilule, elle va lisser
le profil hormonal. Donc, on n'a plus ces fluctuations internes. Et c'est souvent les fluctuations comme la phase prémenstruelle, ça va être la baisse brutale des hormones qui peut engendrer des symptômes. Donc, vu qu'on n'a plus tout ça, souvent ça lisse les symptômes aussi. Donc, enfin, ça lisse les hormones et on a moins de symptômes. Et, et néanmoins, ces fluctuations et la présence enfin, du fonctionnement normal du cycle jouent un rôle important dans, dans la densité minérale osseuse, etc. Ouais, les œstrogènes notamment ont un rôle très important sur l'os. Et c'est pour ça que souvent les pilules, ils les prescrivent. Enfin, quand on commence la pilule trop jeune, faut faire attention parce que on n'a pas encore atteint le pic de densité minérale osseuse. Donc, mais bon, après ça, c'est plus des aspects médicaux qu'il faut voir avec les médecins, hein. Moi, je suis pas médecin, Bien sûr. mais c'est vrai que ça peut poser des questions. Et oui, les oestrogènes ont quand même des effets positifs sur la santé osseuse, sur le métabolisme, sur plusieurs choses. Donc, faut vraiment, ouais, c'est pour ça qu'à la base, la pilule, c'est fait pour la contraception et que c'est un vrai but. Et voilà. Et puis après, il y a encore différents types de pilules. On peut aller loin, hein, parce qu'entre les pilules continues, les pilules où on fait une pause, et puis les autres moyens de contraception, ça, c'est toujours le jugement du gynécologue, mais qui va aussi s'appuyer sur certains antécédents, hein, parce que le choix d'une pilule se fait jamais au hasard. Euh, Par exemple, s'il y a des antécédents de cancer dans la famille, ben, on va pas pouvoir avoir des pilules avec trop d'œstrogènes, donc ça va être des pilules qu'avec un progestatif. Enfin voilà, c'est les moyens de contraception, dont la pilule, c'est délicat à manipuler, et puis c'est les gynécologues qui restent. Enfin, je dis gynécologues, mais les sages-femmes aussi, je crois, sont amenées à, à travailler avec enfin, les patientes pour trouver la meilleure pilule. Mais ça me fait rebondir que le suivi des symptômes peut être un moyen d'observer qu'une pilule ne nous est pas adaptée. Par exemple, des maux de tête. C'est souvent les maux de tête. C'est souvent à faire attention et ça peut vouloir dire que la pilule n'est pas adaptée. Si on a des maux de tête récurrents pendant la prise de pilule, on peut se poser des questions. Ouais. Parfait. Bon, c'est vrai qu'on était un peu plus sur l'aspect médical là, mais on revient sur le terrain et sur la physio, ce qui te botte un peu plus, et moi aussi. Quand on fait un tour de la littérature, là, actuellement, c'est pas évident d'avoir des avis tranchés, et ton job et le rôle de toutes les personnes qui bossent là-dessus, c'est aussi de nous éclairer. Mais les coachs, les prépas, ils aimeraient savoir, voilà, est-ce qu'il y a des moments spécifiques pour travailler la force, la puissance, la vitesse? Euh, Qu'est-ce que nous dit la science actuellement? Ah, c'est complexe, la question est complexe. Je me doutais que tu viendrais là-dessus et j'ai pas de réponse, comme tu l'as dit, toute faite. Euh, ouais, très complexe. Donc déjà, si on revient sur l'aspect perf, blessure, au niveau de la pilule, il y a beaucoup d'articles qui ont dit la pilule, ça protège des blessures et tout. Donc ça, c'est non, hein. Clairement, c'est pas démontré sur l'aspect blessure. Euh, et si on continue sur les blessures, euh, il y a une étude quand même assez sérieuse là sur une équipe de foot pendant 3 ans. On remarquait plus de blessures en phase lutéale, sur la phase fin lutéale notamment, donc prémenstruelle. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort, mais on en a d'autres qui ont trouvé des blessures plus importantes en phase d'ovulation, notamment sur les croisés, une des blessures qu'on retrouve beaucoup au football. Mais il n'y a pas de consensus sur l'aspect blessure. Après, sur l'aspect travailler quelle filière ou quelle qualité physique dans quelle phase, bah là, c'est pareil, hein, c'est compliqué. Quelques éléments qui ressortent un petit peu, mais encore qu'on pourrait critiquer, parce que le souci actuellement, c'est que les études ont des qualités méthodologiques assez faibles, ou des N relativement faibles aussi, donc des échantillons relativement faibles. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit bien, maintenant les papiers le font, c'est qu'avec un échantillon N égale à 10, ils vont conclure dans l'abstract, il n'y a pas d'effet. Et en fait, quand on regarde les individus, on a tout et son contraire.
Donc, c'est vraiment compliqué de donner des recommandations, de dire, bah là, tu vas travailler la puissance pendant la montée des œstrogènes parce que c'est bénéfique. Ben, ouais, peut-être en théorie, sur la théorie, mais sur la pratique, est-ce que ton athlète, elle a vraiment une montée importante des œstrogènes à ce moment-là? Ben, on peut se poser des questions. Donc, non, il n'y a vraiment pas de recommandation. Je voudrais pas m'aventurer dans des recommandations de dire travailler telle chose dans telle phase. Souvent, dans le cas, si on revient sur les symptômes et tout, dans le cas de symptômes ou de douleurs en phase de menstruation ou prémenstruelle, on va plutôt dire ben, du léger, euh, plutôt de l'aérobie ou tout ça, puisque ça a aussi des effets antalgiques, on va dire, sur la douleur. Et après, sur des qualités physiques plus particulières, certains témoignages d'athlètes, parce qu'on peut se baser là-dessus, de ce qu'ils font, ils travaillent la haute intensité plutôt en phase folliculaire, donc sur la première moitié du cycle. En gros, de après les règles à, si elles sont gênées, sinon ça peut être dès les règles, de après les règles à l'ovulation, elles vont tendance à travailler la haute intensité. Ça, c'est des témoignages d'athlètes, hein, Laura Philippe notamment qui expliquait ça. Et plutôt sur la deuxième moitié du cycle, plutôt travailler l'endurance. Parce qu'elle se sent, mais c'est aussi du ressenti, parce qu'elle se sent mieux sur cette phase-là. Euh, mais après, sur les études qu'on fait des mesures particulières, il y a trop de biais pour dire, bah là, tu travailles la force, là, tu travailles l'explosivité, là, tu travailles que la vitesse. Non, c'est pas possible. Ouais, non, c'est bien de le dire et voilà, même moi sur les formations cette année quand j'intervenais, c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent Tout le temps. parce que ça rassure tout le Ouais. monde de vouloir caser les choses Bah, dans. comme pour tout, les gens veulent une recette miracle. Donc, ils veulent une recette à suivre. Sauf qu'il n'y a pas. Ouais, exactement. Mais c'est bien de rappeler la complexité du truc. Et encore que si vraiment il y avait des tendances nettes et claires, là se pose la question du sport et de l'activité dans lequel on intervient. On avait vu l'arborescence là, avec Dan Scholes que tu m'avais montré sur les différents choix possibles. Sport individuel, on pourrait se dire que c'est un peu plus facile dans la gestion pour un coach ou pour un staff. Euh, mais quand on travaille sur des sports co, foot, rugby avec des gros effectifs, il faudrait avoir 10 à 15 prépas pour avoir des sous-groupes de 1 à 2 joueuses, quoi. C'est exactement ça, oui, c'est l'image que je t'avais montrée de Elliot Sale aussi, qui avait mis une équipe de foot et si elle prenait en compte qui était dans telle phase et du coup qu'est-ce qu'il faudrait potentiellement travailler, elle se retrouvait, comme tu dis, avec des sous-groupes de 3 joueuses et 8 groupes différents de 2 à 3 joueuses et enfin, à quel moment tu bosses le collectif, quoi. C'est pour ça que l'exemple que je donnais, c'était une triathlète justement, donc sur des sports plutôt individuels. Et encore, tu as certains sports individuels où tu as quand même des bases d'entraînement un peu en groupe. Donc, non, c'est complexe, oui. Comment est perçu ce type de suivi et en tout cas le fait d'essayer de lever des tabous par rapport au staff et par rapport aux joueuses que vous suivez et que vous encadrez? Moi, je pense que c'est plutôt apprécié. Alors, il faut savoir que nous, en plus, c'est souvent une démarche, soit c'est les athlètes qui ont été demandeuses par rapport au coach ou au staff, soit c'est carrément les staffs qui sont confrontés à certains problèmes et qui viennent vers nous. Donc c'est plutôt bien perçu par les athlètes. On a aussi un très beau taux de remplissage de l'application d'indication. Euh, Comme je disais, comme il y a un peu un biais que c'est une volonté des athlètes, quand on pose la question est-ce qu'elles sont à l'aise pour discuter de ça ou pas, nous on en a 90% qui sont à l'aise, donc c'est plutôt bien alors que c'est pas toujours le cas. Euh, donc non, c'est plutôt très bien perçu par les athlètes. Après, c'est comme tout, c'est-à-dire que ça va être notamment mieux perçu par celles qui ressentent un impact ou qui en sentent le besoin, plutôt qu'une athlète qui est en pilule continue, qui a zéro symptôme, qui a rien qui ressent aucun effet du cycle. Et tant mieux, parce que si elles sont pas impactées, nous, enfin, j'ai envie de dire vraiment, vraiment tant mieux. Donc ça dépend des individus, mais globalement, c'est plutôt bien apprécié et un sujet qui avance et dont de plus en plus de staff, comme ils sont potentiellement confrontés à certains problèmes,
veulent en savoir plus et veulent être dans cette démarche d'accompagnement de leurs athlètes féminines. Ouais, c'est important. Et puis, euh, avec toute la nuance qu'on va pouvoir apporter, dans tous les cas, on parlait de différentes activités, mais dans un sport collectif comme le foot, quand on joue toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, à un moment donné, on va être confronté à avoir des matchs et à jouer dans toutes les phases du cycle. Donc, il va falloir C'est ça. appréhender aussi par rapport à toi ce que tu vas faire et toutes les discussions qu'on a avec les joueuses, mais appréhender la gestion des symptômes et de la perf à tous ces niveaux-là. De toute manière, ça s'est bien montré qu'on peut performer dans toutes les phases du cycle, hein. Ça, c'est sûr. Et encore une fois, c'est plutôt les symptômes qui vont être gênants dans la performance et qu'il va falloir un peu manager, enfin qui vont être, qui peuvent être. Mais oui, clairement. Et puis nous, c'est un des discours qu'on a directement avec elles, c'est tu peux performer dans toutes les phases du cycle. Parce que sinon, si elles commencent à traquer leur cycle et qu'elles se disent, oh non, je suis dans cette phase-là, ça va pas aller, je vais être à la rue, à la cave, enfin où tu veux, mais ça va pas le faire. Ben déjà, tu pars avec un handicap psychologique. Alors que si tu te conditionnes à dire, je peux performer dans toutes les phases, ça passe beaucoup mieux. Ouais, il faut pas que ça ait un effet nocebo et dévastateur chez les filles. Bon, on a encore 5 minutes. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais parler avant de clôturer l'entretien, des choses qu'on n'a pas évoquées sur toutes ces problématiques-là de cycle menstruel, de suivi ou des problématiques que tu as eu à gérer sur ces dernières années? Oh ben non, je pense qu'on a bien fait le tour. Non, je vois pas trop d'autres points. Ok. Sur la projection des prochains mois là, avec les JO, les filles sont prêtes? J'espère. C'est pas que nous, hein. On a certaines athlètes, oui, qui vont faire les jeux, hein, comme je l'ai dit, qui sont potentiellement médaillables. Après, moi, je croise les doigts qu'elles aient la plus belle des breloques à la fin de leur épreuve. Mais nous, on a fait ce qu'on pouvait pour les aider, pour certaines. Et après, ça reste que j'aime beaucoup Valentine Fortin qui avait évoqué ça. C'est la performance, ça joue à des détails. Le cycle, ça peut être justement pour certaines athlètes un détail, donc autant le prendre en compte. Et nous, on a fait qu'un petit détail de tout ce qui va jouer pour leur performance le jour J. Donc, si ce petit détail peut faire une petite différence, ben, Ouais, ça le sera chouette. détail, les gains marginaux, mais en fait, C'est assembler, ça. et si tu les additionnes au fur et à mesure, ça fait parfois la différence entre un podium ou même une médaille, quoi. Donc, euh, avant de conclure, est-ce que tu aurais, c'est une petite passe décisive, est-ce que tu aurais quelqu'un que tu aimerais entendre sur une prochaine interview, soit un sujet si tu n'as pas de personne en tête, soit une personne, soit voilà, un domaine dans l'entraînement, dans la recherche, dans la science, Si je peu te mets en importe. difficulté, si je te mets en difficulté, je te dis quelqu'un qui est anglais, tu parles bien? On travaille, je Ah, travaille avec les joueuses, forcément il a fallu, mais oui, je sais que tu aimerais entendre ah ouais, je pourrais certains. que donner des noms. Je peux te donner des noms si jamais tu as envie de bosser ton anglais, c'est d'avoir, pour aller encore plus loin sur ça, c'est d'avoir Dan Scott ou si on veut parler plus Redes, ça serait Louise Burke. Ce seraient les deux. Là, tu aurais les The Goat du domaine. Bon, ben, c'est bien, il faut se fixer des limites hautes. Bon, on va voir, on va travailler pour ça en tout cas. Merci, Ok, merci Marine pour le temps et la clarté. Ça a permis voilà, de cibler un petit peu tous ces aspects-là et on pourra peut-être se refaire un prochain épisode pour parler de sujets qu'on n'a pas abordés. très bien. Merci à toi. Bonne Salut. journée.